Le jour de notre mariage, tout était censé être parfait. L'église décorée de fleurs blanches, les invités joyeux, et mon cœur qui battait à l'unisson avec celui de mon mari. Il était l'homme de ma vie, celui que j'avais aimé sans condition, celui en qui je croyais plus que tout. Mais ce jour-là, alors que je m'apprêtais à dire oui, devant Dieu et tout le monde, un simple message sur mon téléphone allait détruire ce que je croyais être mon bonheur. C'était un message de ma meilleure amie, Claire. Une image. Une image qui m'a coupé le souffle, qui m'a fait vaciller. Sur cette photo, il était là, mon mari, l'homme que je m'apprêtais à épouser, dans les bras d'une autre femme. Le regard qu'il lui lançait était le même que celui qu'il m'avait donné des milliers de fois. L'image était floue, mais la réalité était brutale, indéniable. Il m'avait trompée, et ce jour-là, devant toute cette foule, j'étais sur le point de découvrir sa trahison. Ma main tremblait en tenant mon téléphone. Et l'air chaud de cette journée de printemps ne semblait plus aussi agréable. J'entendais les murmures des invités, les rires en fond sonore. Mais je n'étais plus là. Une vague de froid m'a envahi. Mon estomac se serrait, et je savais, sans le moindre doute, que ma vie venait de basculer. Le pire, c'est qu'il ne savait pas encore ce que j'avais découvert, et il n'avait aucune idée que ce jour-là, tout allait changer. Ce mariage ne serait pas celui que tout le monde attendait. Non, ce jour-là, il allait découvrir que je savais, et que j'étais prête à riposter. J'ai grandi dans une famille où l'amour semblait réservé à ma sœur aînée, Julie. Je n'étais qu'un fantôme, une ombre dans leur monde. Un élément presque invisible qui n'avait d'importance que lorsqu'il fallait me rappeler que je n'étais jamais assez. Mon père m'ignorait, ma mère préférait les réussites de Julie. Et moi, j'étais laissée de côté, comme une pièce de rechange qu'on n'utilisait que lorsque tout allait mal. Julie était brillante, belle, populaire. Elle obtenait toujours ce qu'elle voulait, alors que moi, j'étais celle qui restait dans l'ombre. Je n'avais jamais eu l'impression d'être aimée, pas vraiment. Mes succès à l'école, mes efforts pour me faire remarquer, tout cela passait inaperçu. C'était toujours Julie qui attirait tous les regards. Et ça m'a forgée, mais pas de la manière dont on pourrait espérer. J'avais appris à être indépendante, mais d'une manière forcée. Il fallait que je me débrouille seule, que je fasse mon propre chemin, que je me construise sans jamais rien attendre d'eux. À l'âge de 18 ans, j'ai trouvé mon premier petit boulot dans une boutique de vêtements. C'était un travail modeste, mais il m'a permis de commencer à économiser un peu. Julie, elle, partait à l'université avec des rêves plein la tête, tandis que moi, je restais là, à compter mes centimes, me contentant de petites choses qui me donnaient l'illusion de pouvoir un jour m'en sortir. Les années passaient, et je n'avais plus qu'une obsession, réussir à sortir de cette prison familiale. À 22 ans, j'ai finalement quitté la maison. J'ai trouvé un appartement tout petit, mais à moi. Un lieu où je pouvais respirer sans être étouffée par les attentes des autres. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais ma liberté. Mon job à temps partiel me permettait de payer mon loyer, et j'ai commencé à me former en autodidacte. Je m'étais promise de réussir, même si je devais tout faire seule. En 2018, j'ai trouvé un emploi stable dans une petite agence de communication. Ce n'était pas le job de mes rêves, mais cela m'a permis d'avancer. Et puis, je suis tombée amoureuse de Guillaume. Il était charmant, attentionné, et il me donnait l'impression que je comptais enfin pour quelqu'un. Pour la première fois, j'avais l'impression de tenir quelque chose de solide. Guillaume était mon havre de paix, mon échappatoire, et c'était lui avec qui je comptais bâtir l'avenir. J'avais même commencé à économiser pour acheter une maison avec lui. Je croyais que tout allait enfin s'aligner. C'est à ce moment-là que ma famille est intervenue. Julie, comme d'habitude, avait pris le rôle de celle qui avait besoin de soutien. Elle venait souvent me voir, me parlait de ses projets, de ses problèmes, de son homme idéal. Et puis, il y avait mes parents qui m'appelaient plus souvent pour se renseigner sur mes affaires, me demander si je m'en sortais. Tout à coup, ils semblaient plus intéressés par ma vie, plus préoccupés par mes choix. Mais je ne pouvais pas ignorer leur intention cachée. Ils avaient découvert que j'avais mis de l'argent de côté, qu'avec Guillaume, on projetait d'acheter notre propre maison. Ma sœur n'était jamais en reste. Elle savait tout de ma vie, comme si elle me surveillait à chaque instant. Et moi, je devenais un peu plus vulnérable chaque jour, me demandant si j'avais bien fait de tout garder pour moi. Je n'avais jamais voulu me confier, je n'avais jamais voulu donner à ma famille l'opportunité de me manipuler encore une fois. Mais la vérité était là à chaque pas, je sentais qu'ils voulaient reprendre le contrôle de ma vie. Il y a eu un événement. Une petite fête de famille, en août 2020. Julie était là, comme d'habitude, avec son air confiant, racontant ses dernières réussites. Mes parents l'écoutaient avec une attention particulière, comme si elle était la prunelle de leurs yeux. Moi, j'étais là, en retrait, comme toujours. Mais cette fois, j'ai vu quelque chose. Mon père a déposé un document sur la table, un acte notarié qu'il m'a donné sans un mot, sans explication. Je n'étais pas censé le voir, mais je l'ai vu, et il a suffi de quelques secondes pour comprendre que cet acte concernait l'héritage de la maison familiale. Je me suis figée.
Je savais que cela changerait tout. Le document mentionnait une clause qui me privait de tout droit sur la maison, et je n'avais jamais été informée. C'était comme un coup de poignard. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était la façon dont ils avaient décidé, sans mon avis, que je ne serais jamais vraiment des leurs, jamais vraiment intégrée à cette famille. Ils m'avaient volé ma place, sans le moindre scrupule. Cette découverte, ce document, allait être le tournant de ma vie, car à partir de ce moment, je n'étais plus la même. J'avais une décision à prendre, rester dans l'ombre, ou bien tout changer. Après avoir découvert ce document, j'ai dû faire face à une question simple, que faire? Devais-je accepter cette injustice une fois de plus, comme je l'avais toujours fait, ou devais-je enfin prendre le contrôle de ma vie? Je n'avais plus de doute, il fallait que je fasse quelque chose. Mais quoi? Ils pensaient probablement que j'étais trop faible pour réagir, trop insignifiante pour contester leur autorité. Mais ils ne savaient pas à quel point je me battais, à quel point j'avais appris à me défendre seule. Quelques mois après la fête, alors que je vivais encore dans mon petit appartement, j'ai commencé à réfléchir sérieusement à l'idée de consulter un avocat. Ce document, ce petit bout de papier, n'était pas seulement un détail administratif, c'était la preuve que ma famille, ma propre famille, m'avait manipulé. Ce n'était pas une simple question d'argent. C'était la question de ma place dans leur vie, de ma dignité, de mon existence. Je n'avais pas l'intention de les laisser me priver de ma liberté, de ma voix. Je n'avais pas d'autre choix que de faire face à cette situation. Je devais réagir, et vite. C'est pourquoi, au mois de novembre 2020, j'ai pris rendez-vous avec un avocat. Mon cœur battait à toute allure en entrant dans ce cabinet de droit. Un cabinet chic au centre de Paris. L'avocat, un homme d'une cinquantaine d'années, m'a écouté pendant plus d'une heure, me posant des questions, m'aidant à comprendre les implications légales de ce que j'avais découvert. Il m'a expliqué que je pouvais contester l'acte, que je pouvais défendre mes droits en tant qu'héritière légale. Je me souviens encore des mots qu'il a prononcés à la fin de notre rendez-vous. Vous avez une chance, mais il vous faut des preuves solides. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un mantra, mais je savais qu'il avait raison. Je n'avais pas simplement besoin de mon avocat, j'avais besoin de preuves concrètes. J'ai quitté son bureau avec une sensation étrange, un mélange d'appréhension et d'espoir. Je savais qu'il allait falloir plus que des mots pour reprendre ce qui m'appartenait. Il me fallait des documents, des témoignages, des éléments qui prouveraient que cet acte était vicié. Le mois suivant, j'ai commencé à collecter des informations, à interroger des voisins qui avaient été témoins de certaines conversations. J'ai trouvé un notaire qui avait, dans ses archives, une copie de l'acte de donation datant de 10 ans. Une fois encore, j'ai découvert que ma sœur Julie était au centre de tout cela. Elle avait manipulé mes parents pour être l'unique bénéficiaire de l'héritage familial, et moi, j'étais laissée de côté comme une simple spectatrice de leur jeu. Mais il y avait un autre détail que je n'avais pas anticipé. C'est à ce moment-là que Guillaume, mon fiancé, est devenu plus distant. Les messages qu'il m'envoyait étaient moins fréquents, plus froids. Il semblait avoir quelque chose à cacher, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je commençais à voir des signes de stress chez lui, des signes que je ne pouvais ignorer, surtout après tout ce que j'avais découvert au sujet de ma famille. Mais ce n'était pas encore le moment de lui en parler. J'avais déjà trop de choses à gérer. J'ai continué à renforcer ma position en préparant mon dossier, en rassemblant chaque preuve possible. Je voulais me battre pour récupérer ce qui m'appartenait, non pas pour l'argent, mais pour ma dignité. À ce moment-là, j'avais un objectif clair, prouver que j'avais été manipulée, que l'on m'avait volé et que cela ne pouvait plus durer. Puis, un mois avant mon mariage, j'ai reçu une lettre étrange, envoyée par mes parents. Ils voulaient me voir. Un dîner familial, m'ont-ils dit. Un repas pour discuter de la situation, pour régler les choses en famille. J'avais l'intuition qu'il ne s'agissait pas simplement d'un dîner. Ils savaient que j'étais sur le point de tout révéler. Ce dîner allait être le point de non-retour. Ma décision était prise, je n'allais pas me contenter de rester silencieuse, comme je l'avais fait pendant toutes ces années. Ce dîner allait être le moment où tout allait changer. Le dîner a eu lieu au mois de juin 2021, une soirée chaude, presque étouffante. Je suis arrivée chez mes parents, mon cœur battant dans ma poitrine. Julie était déjà là, comme prévu, avec son sourire confiant, son regard qui me perçait, mais d'une manière froide, calculée. Ils ne savaient pas que j'avais déjà pris des mesures pour me défendre. Mon avocat avait préparé la stratégie, et moi, j'avais tout organisé dans l'ombre. Mais eux, ils pensaient que c'était encore un jeu. Nous nous sommes installés autour de la table, les plats élégants et raffinés sous nos yeux. Les conversations étaient superficielles, comme toujours. Tout le monde jouait son rôle. Mes parents me parlaient de mon avenir, de mon mariage à venir, de ce que je devais faire pour m'installer avec Guillaume. Mais ils savaient que les choses avaient changé. Ils n'étaient pas stupides. Julie, elle, ne disait rien, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Elle savait aussi que j'étais sur le point de dévoiler la vérité. Au moment du dessert, mon père a posé une question qui m'a glacée. Alors, comment se passe la préparation de la maison?
Vous avez trouvé un bon compromis avec Guillaume. Il avait formulé sa question avec une aisance qui m'a frappé, mais je savais que c'était un test. Il voulait savoir si j'allais réagir, si j'allais lui parler de ce document, de l'acte notarié qui m'avait été présenté. Il ne savait pas que j'avais déjà mis en place un plan bien plus solide qu'il ne l'imaginait. Je suis restée calme, mais intérieurement, je bouillonnais. Il pensait que je m'étais résignée, que j'allais continuer à me laisser faire. Mais cette fois, j'étais prête à affronter la vérité en face, prête à leur montrer que je n'étais plus la petite sœur effacée qu'ils avaient toujours ignorée. J'ai pris une profonde inspiration et, avec un calme glacial, j'ai posé la question qui allait tout changer. Vous savez, père, j'ai pris rendez-vous avec un notaire pour revoir l'acte de donation concernant la maison. Vous m'avez oublié dans ce document. Et j'ai aussi fait mes recherches. Ce document est vicié. Il n'a aucune validité. Le silence est tombé sur la table. Le bruit de la fourchette tombant sur la vaisselle a résonné comme un coup de tonnerre. Julie, à côté de moi, a pâli. Elle savait. Elle savait que ce que je venais de dire n'était pas une menace en l'air. C'était réel, et elle allait devoir rendre des comptes. Mon père est devenu rouge de colère, mais il a tenté de dissimuler sa rage derrière un sourire forcé. Tu te trompes, ce n'est rien, juste des formalités familiales, a-t-il dit, d'une voix qui tremblait de plus en plus. Mais je pouvais entendre dans sa voix qu'il savait que j'avais raison. Je savais ce qu'il ressentait. Il avait toujours cru qu'il pouvait me faire taire avec son autorité. Mais il n'avait pas prévu que j'ai un plan bien plus solide que sa simple volonté. Julie, elle, a essayé de changer de sujet, mais je ne l'ai pas laissé faire. Non, Julie, je vais bien m'assurer que cet acte soit annulé. La tension était palpable. Mes parents m'observaient maintenant, leur regard perçant, plein de jugement. Mais tout cela ne m'atteignait plus. J'étais prête à me battre pour ma place, pour la vérité. Les jours qui ont suivi ce dîner ont été marqués par un flot de messages et d'appels de mes parents. Dames appels masqués, des messages où ils tentaient de me culpabiliser. Tu as tout à perdre si tu continues dans cette voie. Tu détruis ta famille. Mon père m'a même menacé de me couper de l'héritage familial, d'annuler mon mariage, de me forcer à partir de la maison. Mais chaque menace était une preuve supplémentaire que je touchais un point sensible. C'était leur dernier atout, me faire plier avec la peur. Ils m'ont même envoyé des photos de ma sœur en train de préparer des documents, en train de signer des papiers en cachette, comme si tout cela était une preuve de leur bonne foi. Mais ce n'était qu'un bluff. Je savais que ce qu'ils me montraient n'avait aucune valeur légale. Je n'ai pas répondu à leur message. J'ai fait ce que j'avais prévu de faire. Je suis retournée voir mon avocat qui m'a aidé à préparer une action en justice. J'ai commencé à réunir tous les éléments nécessaires pour prouver la falsification de l'acte de donation. J'ai pris rendez-vous avec le notaire pour établir que mes droits en tant qu'héritière n'étaient pas respectés. Tout s'accélérait et je savais que je n'allais pas m'arrêter là, jusqu'au jour où j'ai reçu un appel de Guillaume. Son ton était différent cette fois. Il semblait paniqué. Il faut qu'on parle. Je l'ai écouté, mais quelque chose en lui m'a mis sur la défensive. Il m'a demandé de le rencontrer en urgence. C'était comme si, dans sa voix, il y avait un secret qu'il n'osait pas partager. Et à cet instant, je me suis demandé si j'étais prête à tout découvrir. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour comprendre ce que Guillaume avait à me dire. Lors de notre rencontre, dans un café discret de Paris, il est apparu comme un homme brisé. Son regard fuyant, ses mains tremblantes, touchées lui respiraient la panique. C'était comme s'il portait un fardeau qu'il ne pouvait plus supporter. Je m'assis en face de lui, le regardant droit dans les yeux. Je savais qu'il y avait quelque chose qu'il me cachait, et j'étais prête à tout entendre. Écoute, j'ai quelque chose à te dire, et je ne sais pas comment le faire. Il inspira profondément avant de continuer. Il y a quelques mois, je t'ai caché quelque chose. Ce n'était pas par malice, mais par peur. Ces mots étaient hésitants, mais ce qu'il me révélait était bien plus grave que tout ce que j'avais pu imaginer. C'est Julie. Elle m'a approché. Il marqua une pause, comme s'il attendait une réaction de ma part, mais je n'ai rien dit. Je n'avais pas besoin de dire un mot. Je savais déjà où il voulait en venir. Elle m'a proposé un accord. Elle savait que j'avais des doutes sur notre avenir, que j'étais stressée par la pression de notre mariage. Alors elle m'a offert une solution. Il baissa les yeux, honteux. Je suis désolé, je suis allé trop loin. Les mots de Guillaume m'atteignirent comme un coup de poing dans l'estomac. Julie, ma propre sœur, avait manipulé mon fiancé. Elle avait exploité ses faiblesses pour le convaincre de sauter dans le piège qu'elle lui tendait. Je n'arrivais pas à y croire. Julie, la sœur à qui j'avais toujours tout donné, celle qui m'avait toujours vue comme une rivale, était prête à tout pour avoir ce qu'elle voulait, même à détruire ma vie. Je restais silencieuse pendant un long moment. Les bruits du café m'enveloppaient, mais mon esprit était ailleurs. Je me sentais trahie par les deux personnes en qui j'avais mis ma confiance. Comment avais-je pu ne pas voir venir ça? Comment avais-je pu être aussi aveugle? Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Demandai-je enfin, d'une voix calme mais ferme.
Je n'avais plus de place pour la colère, pas encore. Je voulais comprendre, obtenir des réponses. Je voulais savoir jusqu'où Julie et Guillaume étaient allés. Guillaume sembla sur le point de fondre en larmes. Je t'en prie, ne me laisse pas. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je suis prêt à tout pour te réparer. Ses yeux étaient emplis de remords, mais ce n'était plus qu'une réaction de peur. Il savait que je ne pourrais pas simplement tourner la page. Sa confession ne faisait qu'ajouter à ma douleur. Il m'avait trahi, tout comme ma sœur. Je n'avais plus rien à perdre. Il me parla ensuite de l'accord que Julie lui avait proposé. Elle voulait que je te mette dans une situation où tu n'aurais pas d'autre choix que de céder à ses demandes. Elle m'a dit que si je jouais le rôle de l'homme parfait, cela te pousserait à accepter la situation. Elle pensait qu'en me rapprochant de toi, ça effacerait tes doutes. Mais je n'ai jamais voulu. Il s'interrompit, cherchant les mots, mais je savais déjà tout. Julie avait manipulé Guillaume, comme elle m'avait manipulé. Le poids de cette révélation m'écrasait. Julie avait orchestré un plan pour tout contrôler, pour m'écarter de tout ce qui me revenait de droit, et maintenant, elle m'avait aussi volé mon fiancé. Les murs semblaient se resserrer autour de moi, mais je n'avais pas l'intention de sombrer. Non, cette fois, je n'allais pas me laisser abattre. Je le regardais droit dans les yeux, une détermination froide et impitoyable dans le regard. Tu as fait ta part du travail, Guillaume. Mais maintenant, il est temps de réparer ce que tu as brisé. Il hocha la tête, ne sachant pas exactement ce que j'attendais de lui, mais je savais qu'il m'était désormais inutile. Ce que je devais faire ne dépendait plus de lui. C'était à moi de prendre les choses en main. De retour chez moi, j'ai tout de suite appelé mon avocat. Il fallait accélérer les choses. Il fallait prendre des mesures juridiques immédiates. Je ne pouvais plus attendre, car la vérité était là, sous mes yeux, prête à éclater. Les messages que j'avais reçus de mes parents s'étaient intensifiés. D'âmes menaces, des insultes, des appels en cascade. Mais cette fois, j'étais prête. Cette fois, je n'allais plus me laisser faire. Je savais que je devais agir vite. J'avais ce qu'il me fallait, des preuves, des témoins, des documents légaux. L'heure était venue. C'est alors que j'ai reçu une invitation à un autre dîner familial. Une fois encore, mes parents avaient tout orchestré. Mais cette fois, ce serait différent. Ce dîner ne serait pas un terrain pour la manipulation. Ce dîner serait le début de ma revanche. Le dîner a eu lieu 2 semaines après ma rencontre avec Guillaume. Cette fois, je n'étais pas la même. Tout en moi avait changé, comme si une porte s'était ouverte dans ma tête, une porte que je ne pouvais plus refermer. J'avais trouvé ma force, ma vérité, et je savais que ce moment allait être le point de non-retour. Mes parents m'avaient invité, probablement dans l'espoir de me convaincre de renoncer à tout cela, de me faire culpabiliser une fois de plus. Mais j'étais résolue à ne pas céder. En entrant dans leur maison, l'odeur familière de la cuisine me frappa. Mes parents, vêtus de manière soignée, nous attendaient dans le salon. Julie était déjà là, comme toujours, avec son sourire parfaitement calculé. Elle savait que tout était sur le point de basculer. Elle avait sans doute déjà prévu ce qu'elle allait dire. Mais elle ignorait que je détenais désormais l'arme fatale, la vérité. Le dîner débuta comme tous les autres repas en famille, avec des discussions banales sur la météo, les projets de vacances et la santé de mon père. Mais tout cela m'était devenu étranger. J'étais là, mais mon esprit était ailleurs, focalisé sur l'objectif que j'avais en tête. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que tout éclate. Alors que nous attaquions le plat principal, mon père lança la discussion avec une fausse légèreté. Alors, comment ça se passe avec Guillaume? Vous êtes prêt pour le grand jour? Son ton était calme, mais je pouvais sentir la tension sous ses mots. Il cherchait à détendre l'atmosphère, à me faire oublier l'enjeu. Mais il savait que tout était sur le point de changer. Je me suis retournée vers lui, mon regard fixé sur ses yeux. Vous savez, père, j'ai parlé à un notaire. Il m'a confirmé ce que je savais déjà. L'acte de donation est illégal et je compte porter plainte. Le silence qui suivit ces mots était lourd, pesant. Je pouvais voir l'effroi dans leurs yeux. Julie, qui avait toujours cru qu'elle serait la gagnante dans cette histoire, s'est figée, son sourire se figeant sur ses lèvres. Mais je n'avais pas l'intention de me contenter de cette déclaration. Vous m'avez volé, vous m'avez exclu de votre vie et de l'héritage familial. Mais je vais reprendre ce qui m'appartient de droit. Ces mots résonnèrent dans la pièce comme une détonation. Mes parents, qui avaient toujours pris soin de cacher la vérité, se retrouvaient soudain exposés, et il n'y avait plus aucun moyen de revenir en arrière. Julie se leva brusquement, renversant sa chaise dans un cri étouffé. « Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. » Son visage était rouge, son souffle court. Elle savait qu'elle avait perdu, que sa manipulation n'avait plus aucune prise sur moi. Ma mère, d'habitude si calme et mesurée, semblait sur le point de craquer. « Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. » dit-elle, la voix tremblante, tout ce que nous avons fait, c'était pour te protéger. Mais sa voix trahissait sa peur. Elle savait qu'elle avait tout perdu. J'avais mis des mois à me préparer à ce moment, à ce dîner.
Il fallait qu'ils comprennent que tout ce qu'ils avaient fait, toute la manipulation, les menaces, les tentatives d'humiliation, ne fonctionnerait plus. Ce soir-là, j'étais la seule à détenir le pouvoir. Et j'étais prête à l'utiliser. Je sortis alors de mon sac un dossier épais, un dossier contenant toutes les preuves de leur trahison. Je l'ai posé sur la table, sous leurs yeux. Chaque document, chaque page, chaque signature était une pièce du puzzle qu'ils avaient tenté de cacher. Un silence lourd s'abattit sur la pièce, seulement interrompu par le bruit du papier qui se froissait sous mes doigts. Voici les preuves. Dis-je froidement, et j'ai d'autres documents à ajouter. Le regard de mon père se durcit. Tu penses vraiment que tu peux gagner contre nous? Tu es seul dans cette bataille, tu n'as aucune chance. Il semblait tenter de reprendre le contrôle, mais je savais que le pouvoir avait déjà changé de camp. Je me levai lentement, le regardant dans les yeux. Ce soir, je ne suis plus seul. Je lui lançai un regard défiant, un regard rempli de la force que j'avais enfin trouvée. Vous allez devoir faire face à la vérité. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ils pensaient encore avoir le pouvoir, que leur manipulation suffirait à me faire plier. Mais ce dîner allait être leur dernier acte de domination. Bientôt, ils allaient comprendre que je n'étais plus la petite sœur invisible, la fille qu'ils pouvaient ignorer et manipuler. J'étais prête à tout pour prendre ma place. Ce soir-là, je n'avais pas seulement découvert la vérité. J'avais commencé à changer le cours de ma vie. Mais cela ne faisait que commencer. Il restait encore un dernier acte à accomplir. Le plus difficile. Le silence dans la pièce était à couper au couteau. Mes parents, Julie, eux tout, restaient figés devant ce que je venais de leur révéler. L'atmosphère était électrisée par la tension, chaque mouvement semblait amplifié par l'importance du moment. Mon père se leva enfin, son visage rouge de colère, mais aussi de honte. Il avait toujours cru que l'argent et le pouvoir pouvaient tout acheter, mais il venait de se rendre compte que la vérité ne se cachait pas éternellement. Il essaya de s'imposer, mais sa voix, autrefois autoritaire, tremblait maintenant. « Tu n'as pas idée de ce que tu es en train de faire », dit-il d'une voix basse et menaçante. « Tu crois vraiment que tu vas détruire ta famille pour une question d'argent ? Pour un héritage qui n'a même pas de valeur ?» Il se tourna alors vers Julie qui, les mains tremblantes, n'osait plus croiser mon regard. Elle semblait plus fragile que jamais, comme si tout s'effondrait autour d'elle. Julie tenta une dernière manœuvre, une tentative désespérée. « Tu penses que tu vas gagner contre nous? Nous sommes ta famille, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas ainsi que les choses doivent se passer. » Ces mots étaient remplis de panique. Elle savait que je détenais désormais la clé de toute cette histoire, et qu'elle allait devoir rendre des comptes. Mais cela ne suffisait plus. Je sentais leur emprise sur moi s'effriter, petit à petit. Chaque menace qu'ils lançaient me donnait encore plus de force. Leurs yeux, remplis de terreur et de culpabilité, étaient devenus des preuves irréfutables. J'avais pris leur pouvoir, et il n'y avait plus de retour en arrière. Ils étaient sur le point de perdre tout ce qu'ils pensaient être acquis. Je me levai à mon tour, lentement, avec une sérénité glaciale. Vous m'avez manipulé toute ma vie, mais ce soir, c'est terminé. Mon regard ne quittait pas celui de mon père, qui semblait vaciller sous le poids de ma détermination. Vous avez pensé que je serais toujours la même, que je vous laisserais m'écraser, mais vous vous êtes trompé. Je sortis de mon sac un document encore plus important que le précédent. Le notaire l'avait préparé avec soin, après plusieurs semaines de travail. Ce document était la clé qui allait changer tout. Je le posai sur la table. Voici un acte notarié qui prouve que cette maison, l'héritage, tout ce que vous m'avez volé, m'appartient légitimement. Vous n'avez aucune autorité sur moi. Ce document a été signé et certifié. Je l'ai regardé sans trembler. Julie, mon père, ma mère. Ils étaient tous là, incapables de réagir. Julie essaya une dernière fois de briser mon calme. Mais tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit de tout casser. Ce que tu fais n'est pas juste. Ces mots étaient emplis de terreur, mais aussi de frustration. Elle savait qu'elle perdait tout, et c'était elle qui avait provoqué cela, elle qui avait tout orchestré dans l'ombre. Le miroir de sa propre manipulation lui revenait en pleine face. Je n'avais plus de doute. Ce que j'avais mis des mois à préparer était enfin là, sous leurs yeux, et rien ne pourrait l'empêcher de voir le jour. Je n'étais plus cette petite fille qui se cachait dans l'ombre, attendant qu'on la remarque. J'étais celle qui avait pris le pouvoir, celle qui se tenait debout face à eux. Et il le savait. Il savait que tout avait basculé. Mon père se tourna alors vers ma mère, cherchant désespérément du soutien, mais il n'en trouva pas. Elle ne savait plus quoi dire. Elle savait qu'elle était responsable aussi. On peut régler ça entre nous, tenta-t-il, mais sa voix n'avait plus cette autorité qu'il avait toujours eue. Il savait qu'il n'avait plus de contrôle sur moi. Je pris une profonde inspiration, puis je me dirigeai vers la porte. Avant de sortir, je me retournai une dernière fois, fixant chacun d'entre eux. Je vous conseille de bien réfléchir à ce que vous allez faire, car désormais, ce n'est plus à vous de décider. Et, sans un regard en arrière, je quittai la pièce.
laissant derrière moi une famille brisée, une famille qui avait perdu son emprise sur moi à tout jamais. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs légaux. J'avais déjà informé mon avocat de l'avancée de la situation, et les documents étaient en train de circuler, passant de main en main. La bataille juridique serait longue, mais je savais désormais que j'avais l'avantage. L'acte notarié que j'avais obtenu devenait la preuve irréfutable de mes droits, et cela allait les forcer à me reconnaître. Mais avant que tout cela ne se règle, il y avait une dernière étape à franchir. Une dernière confrontation qui allait sceller le destin de ma famille. Ce dîner, ce moment où j'avais pris le contrôle, n'était que le début de ma véritable victoire. J'étais prête à aller jusqu'au bout, à faire valoir mes droits, et à reprendre ce qui m'appartenait légitimement. Les jours qui suivirent la confrontation furent intenses, mais aussi étrangement libérateurs. J'avais enfin pris le contrôle de ma vie, après des années de soumission et de souffrance silencieuse. Le poids de la trahison, de la manipulation, tout semblait se dissiper lentement, comme si l'air devenait plus léger autour de moi. Mais la route ne serait pas facile. Les répercussions étaient encore là, un arrière-plan, me rappelant constamment que la guerre juridique ne faisait que commencer. Je n'avais pas encore tout à fait réalisé à quel point ma décision allait bouleverser la dynamique familiale. Mon père, qui avait toujours été le pilier, avait perdu son pouvoir. Ma mère, qui semblait toujours si calme, se retrouvait désemparée, sans direction. Et Julie, ma sœur, perdait son masque de perfection. Elle était désormais face à la réalité, à la vérité qu'elle avait tant voulu cacher. Je savais que cela n'allait pas s'arrêter à une simple réconciliation, mais je ne pouvais pas m'en soucier. Ce qui importait, c'était de protéger ma dignité et de récupérer ce qui m'appartenait. J'ai rapidement pris la décision de changer de direction dans ma vie. Mon avocat m'a expliqué que la bataille judiciaire prendrait du temps, mais qu'il était crucial de maintenir ma position. Nous avons entamé la procédure pour faire annuler l'acte de donation, et chaque document que je présentais renforçait ma position. J'avais mis toutes mes économies de côté et l'achat de ma maison, celui que j'avais prévu avec Guillaume, était désormais à portée de main. Les appels de mes parents ont continué, mais ils étaient différents. Ce n'étaient plus des appels pleins de menaces. Non, maintenant, ils étaient empreints de culpabilité. Mes parents tentaient encore de me convaincre, de me faire revenir sur ma décision, mais chaque appel se terminait par une phrase sans réponse. Il n'y avait plus de compromis possible. Guillaume, quant à lui, continuait à m'envoyer des messages. Au début, il m'écrivait des excuses. Je suis désolé. Je ne voulais pas que tout ça arrive. Puis les messages sont devenus plus insistants. Je t'en prie, laisse-moi réparer ce que j'ai brisé. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. J'avais compris que sa trahison allait au-delà de ce qu'il m'avait dit. Tout ce que j'avais construit avec lui ne valait plus la peine. Je n'étais pas prête à lui accorder une autre chance. Ma famille, Guillaume. Tout cela faisait désormais partie du passé. Je me souviens du jour où j'ai signé le premier acte de transfert de la maison. C'était le 15 octobre 2021, un moment décisif. Je suis allée au notaire seule. L'excitation, le soulagement, tout ça était là, mais aussi une certaine forme de tristesse. La maison que j'avais obtenue, c'était la mienne, mais cela m'avait coûté bien plus que de l'argent. J'avais perdu ma famille, une partie de ma vie. Mais c'était le prix à payer pour ma liberté, pour ma dignité. Et je savais que cette maison représentait plus que des murs. C'était un symbole de mon indépendance retrouvée, un ancrage solide pour mon avenir. Le processus juridique a continué, et à chaque étape, j'ai vu mes parents se replier davantage sur eux-mêmes. Ils avaient tenté de m'effrayer, de me faire douter, mais plus le temps passait, plus je me rendais compte de leur impuissance. Leur autorité s'effritait, et je me sentais de plus en plus libre. La victoire était en vue, et je n'allais pas la laisser m'échapper. Puis il y eut cette lettre. Une lettre que j'avais reçue une semaine après la signature de l'acte de transfert de propriété. C'était une lettre de mes parents. Une tentative de réconciliation. Non, pas exactement. C'était une tentative désespérée de leur part. Nous avons peut-être fait des erreurs. Nous regrettons ce qui s'est passé. Nous voulons que tu reviennes. Mais j'avais changé. J'avais évolué. Ce qu'ils me proposaient n'était plus ce que je voulais. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. J'avais encore besoin de temps pour digérer tout ce qui venait de se passer. Le mois suivant, la situation se stabilisa enfin. J'avais pris le temps de digérer les événements, de comprendre à quel point ma vie avait changé. La victoire légale avait été un grand soulagement, mais il me fallait maintenant reconstruire. Ma maison, que j'avais obtenue après tant de luttes, devenait mon refuge. Ce n'était pas seulement un bien matériel. C'était la concrétisation de mon indépendance. La concrétisation de mon pouvoir retrouvé. Mais il y avait encore des blessures à guérir. Je me souviens du premier soir que j'ai passé dans ma nouvelle maison. C'était un soir d'automne, le vent soufflait dehors, mais à l'intérieur, tout était calme. Le bruit de la porte qui se fermait derrière moi, les clés dans ma main, le silence apaisant de l'espace vide. Tout cela marquait la fin d'un chapitre.
La maison, avec ses murs froids et ses pièces vastes, m'offrait une liberté que je n'avais jamais connue auparavant. Il n'y avait plus de murmures, de jugements, de critiques. C'était mon espace, mon sanctuaire. Le lendemain matin, j'ai pris un café sur mon balcon. Le soleil perçait à peine à travers les nuages, mais la lumière était douce, presque réconfortante. Et c'est là, sur ce balcon, que j'ai eu ma première vraie réflexion sur tout ce que j'avais traversé. La trahison de ma famille, le mensonge de Guillaume. Ils avaient tout voulu me voir échouer. Mais je n'avais pas échoué. J'étais là, dans ma maison, la tête haute, les yeux tournés vers l'avenir. Je n'ai pas répondu à la lettre de mes parents. Je savais que je devais m'éloigner d'eux, d'une manière ou d'une autre. Ils avaient détruit tout ce que nous étions et je ne pouvais pas permettre à la culpabilité de les faire revenir dans ma vie. C'était une décision difficile à prendre, mais nécessaire. Je ne pouvais pas accepter qu'ils me fassent encore une fois culpabiliser. Ils m'avaient volé, ils m'avaient trahi, et maintenant, je devais me reconstruire sans eux. Les mois qui suivirent furent remplis de changements. J'ai trouvé un emploi plus stable, j'ai rencontré de nouvelles personnes, et petit à petit, j'ai retrouvé la confiance en moi. Je me suis inscrite à des cours pour améliorer mes compétences professionnelles. Mon avenir, mon indépendance étaient désormais entre mes mains, et je n'allais pas laisser quiconque me faire douter de cela. Le contact avec mes parents est resté distant. Aucun message, aucun appel. Je savais qu'ils étaient déçus, mais il n'y avait rien d'autre à dire. Parfois, je me demandais s'ils comprenaient enfin la portée de leurs actions, ou s'ils étaient simplement trop fiers pour admettre leurs erreurs. Une chose était sûre, ce n'était plus mon problème. Je n'ai jamais revu Guillaume. Les quelques derniers messages qu'il m'a envoyés sont restés sans réponse. Il avait essayé de me réparer, mais il avait oublié une chose, avant de pouvoir réparer ce qu'il avait brisé, il devait se réparer lui-même. Il m'avait trahi, et c'était une trahison que je ne pouvais pas pardonner. J'étais seule, mais pas isolée. Je n'avais plus besoin de l'approbation de personne. Je vivais enfin pour moi, et cela n'avait jamais été aussi agréable. J'étais en paix avec mes choix, avec ce que j'étais devenue. Quelques mois plus tard, je suis allée voir un notaire pour officialiser la dernière étape de mon indépendance. J'avais acheté la maison seule, mais je voulais en être la propriétaire légale et reconnue. Cette signature a été la dernière pierre à l'édifice de ma liberté. À ce moment-là, je me suis sentie plus forte que jamais. Je n'avais plus de famille à récupérer, plus de vie à regretter. J'avais reconstruit tout ce que j'avais perdu. Et ce que j'avais appris dans ce processus, c'est que la paix intérieure ne se trouve pas en cherchant à réparer ce qui est brisé, mais en acceptant que certaines choses sont irrémédiablement cassées et qu'il faut avancer sans elles. Le dernier message que j'ai reçu, quelques mois après, venait de ma mère. Elle me demandait de revenir, de tout oublier, de reconstruire ensemble. Mais j'avais compris, à ce moment-là, que mon avenir ne résidait pas dans le passé, ni dans les tentatives de réconciliation. Ce que j'avais maintenant, c'était ma vie, et je n'avais pas besoin de leur approbation pour avancer. Le silence de ma réponse était la conclusion parfaite à ce chapitre. Aujourd'hui, en repensant à tout ce que j'ai traversé, je réalise que cette épreuve m'a forgé. Ce n'était pas simplement une question d'héritage ou de maison, mais de redécouvrir ma valeur, de m'affirmer face à ceux qui m'avaient toujours ignoré. En me battant pour ce qui m'appartenait, j'ai compris que ma liberté ne résidait pas dans la victoire juridique, mais dans le choix que j'ai fait de me réapproprier ma vie. Il y a des jours où je me demande si mes parents, si ma sœur comprennent vraiment ce qui s'est passé, s'ils se rendent compte que leur comportement m'a poussé à les laisser derrière. Mais cela ne me hante plus. J'ai appris à poser des limites, à dire non, à protéger ce que je suis, à ne plus chercher la validation de ceux qui m'ont trahi. Ma maison, mon espace est désormais le symbole de tout cela. Ce n'est pas juste un lieu où je vis. C'est un endroit où je respire, où je grandis. C'est ici que j'ai trouvé la paix. Parfois, en fin de journée, je m'assois près de la fenêtre, le regard perdu dans le lointain, et je me rends compte que je suis enfin en paix avec moi-même. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de regret. Je n'ai pas besoin de leur approbation, de leur pardon ou de leur compréhension. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est la certitude que je suis devenue la personne que j'ai toujours voulu être. Celle qui choisit sa route, qui prend ses décisions sans avoir à se justifier. Et cela, aucun héritage, aucun mensonge, aucune manipulation ne pourra jamais me l'enlever. La vie après la tempête n'est pas parfaite, mais elle est à moi. Et c'est tout ce qui compte.